Eh bien, bonjour à tous. Je suis Christine Bazin, chargée de professionnalisation en fort. Merci de nous rejoindre aujourd'hui à ce rendez-vous Calliope avec un certificateur qualité. Donc, comme vous le savez, la loi de 2018 a prévu une obligation de certification qualité sous le nom de Calliope pour donc les prestataires concourant au développement des compétences. Et donc, pour rappel, hein, cette obligation de certification s'adresse aux prestataires qui souhaitent bénéficier de financements publics ou mutualisés et donc sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Donc aujourd'hui, nous recevons dans ces rendez-vous Madame Farida Brioua Temini de IS Qualification. Bonjour Madame. Bienvenue chez nous Bonjour, et bonjour. merci en tout cas d'avoir accepté de venir présenter votre organisme de certification. Donc avant de vous laisser la parole, je m'adresse donc aux participants pour leur dire que vous avez un chat qui vous permet donc de poser toutes vos questions auprès du certificateur qualité. Donc n'hésitez surtout pas, c'est le moment ou jamais de pouvoir donc vous informer sur cet organisme certificateur afin de vous permettre d'identifier aussi donc tous ces organismes certificateurs qui existent, hein, puisqu'il doit en avoir 26 ou 27, il me semble. Donc, n'hésitez surtout pas et puis voilà quoi. Donc, eh bien, bonjour Madame Briois, bienvenue chez nous et puis eh bien, je vous laisse donc la parole pour présenter votre organisme certificateur. Merci, merci. Bonjour à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je vais juste, avant de démarrer, de me présenter voilà, en quelques mots. Donc, je suis directrice qualité de l'USQ depuis déjà plus de 3 ans. Et auparavant, j'ai également travaillé pour une grande fédération qui regroupait des organismes de formation. Et puis encore auparavant, à la direction d'un organisme de formation euh, depuis une vingtaine d'années. Donc, il faut dire que les problématiques des organismes de formation et de la qualité aujourd'hui font que je vais essayer en tout cas de pouvoir répondre à l'ensemble voilà, à l'ensemble de vos questions. Donc, je vous propose de démarrer. Donc là, la première slide que vous voyez, en fait, comme je ne peux pas vous accueillir à l'ISQ, c'est notre porte d'entrée. C'est vraiment les photos de notre porte, voilà, de notre porte d'entrée. Donc, bienvenue à l'ISQ. Alors, juste, je ne vais pas vous faire une longue présentation de l'ISQ parce que vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site internet, mais juste en quelques mots, donc ça fait vraiment déjà un certain temps hein, que l'ISQ existe, mais la plupart d'entre vous, enfin, on est surtout connus sous le nom de l'OPQF. Parce que l'OPQF souvent on parle, mais l'OPQF c'est juste une marque en fait. Hein. Donc voilà, présent dans le champ de la qualité des organismes de formation et des cabinets conseils bien avant que ce soit une obligation. Alors aujourd'hui, donc aujourd'hui l'ISQ, il y a plusieurs branches, mais en tout cas principalement on est sur la qualification donc de la qualité des organismes de formation, puisque à l'époque, ça avait été créé à l'initiative du ministère du Travail et de la Fédération de la formation professionnelle, d'une part, et d'autre part, à l'initiative du ministère de l'Industrie à l'époque, et puis de la Fédération Sinov concernant les cabinets de conseil. Donc aujourd'hui, nous avons encore beaucoup d'organismes qui ont la qualification, d'organismes de formation qui ont la qualification au PQF. Et puis, il y a à peu près, donc là, comme vous voyez, il y a plus de 2200, on les a, et également plus de 450 cabinets conseils qui sont aussi qualifiés au PQF. Donc, on a OPQF et OPQCM. Hein. Voilà, ah non, c'est de ce côté. Sur cette partie-là, donc pour finir par rapport à l'USQ, donc bien deux champs, un champ de la qualification et un champ de la certification, mais tous les deux
porte la qualité, c'est juste une question de normes, puisque la qualification est simplement portée sur la norme que nous on appelle IAX donc 50091, qui est une norme spécifique, et par rapport à la certification de produits Calliope et puis Certiform Pro BioPQF, qui elles sont portés par la norme, donc sur la norme 17065, la norme qu'a choisi le gouvernement pour pouvoir accréditer les organismes certificateurs. Donc, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de le Certiform Pro PQF, c'est juste un produit qui va être amené à remplacer l'OPQF pour certains, si certains connaissent, avec la particularité où on garde l'expertise métier. En fait, ce qu'on met en avant, c'est l'expertise métier via des spécialités de formation que ne propose pas Calliope, parce que Calliope, comme vous avez pu comme vous le savez, est assez généraliste. Donc là, tous nos produits sont accrédités donc par le COFRAC. Concernant Calliope, nous avons eu nous aussi notre audit, notre évaluation de surveillance, parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'on est donc on certifie des organismes sur Calliope, et que tous les ans, nous sommes amenés à avoir une évaluation donc de surveillance. Donc le COFRAC vient vérifier que nous sommes toujours en mesure de délivrer la certification et que nous respectons toujours les règles à la fois de la norme et en même temps du cahier des charges de l'État concernant Calliope. Et je suis assez satisfaite parce que nous avons quand même des très bons résultats et avec très peu d'écart. Donc ça s'est passé la semaine dernière, c'est tout récent. Alors, venons-en à Calliope. Donc Calliope, pour mémoire, c'est une certification de processus. Donc on est vraiment sur un processus global et qui se décline en 7 critères, et chaque critère est décliné en indicateurs. Donc, ce qui est à retenir, c'est simplement, donc, on a, sur ces 7 indicateurs, on a vraiment l'apprenant, en fait, hein, qui est au centre et pour lequel nous allons mettre en place toute une machine, entre guillemets, pour qu'il puisse recevoir la meilleure formation possible, adaptée à ses besoins. Donc, la première entrée, c'est l'information du public, où on doit absolument informer donc le public pour qu'il puisse avoir l'information la plus juste pour faire le choix le plus pertinent possible par rapport à ses besoins. Donc, vraiment pour qu'il puisse faire un choix éclairé. Ensuite, nous avons sur les critères donc 2, 3 et 4, là, c'est tout ce qu'on met en place de la conception de l'action de formation en passant donc c'est de sa conception jusqu'à l'évaluation, jusqu'à son évaluation des acquis, en passant bien entendu en adaptant la démarche, les ressources aux activités de formation. Donc là, toute cette partie-là, c'est vraiment sur l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique qui permettent à la fois de construire et en même temps de mettre en œuvre ces actions de formation et également d'évaluer les acquis. Ensuite, nous avons un autre indicateur qui, lui, va apporter un poche sur les ressources. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre les indicateurs précédents, donc il faut que l'organisme puisse démontrer que le personnel a bien les compétences pour pouvoir conduire ces actions de formation. Tout cela s'intègre dans un environnement professionnel, donc de la formation professionnelle, où pour que ces formations répondent aux besoins de l'apprenant, mais aussi s'inscrivent dans un environnement où on va aller regarder comment en fait l'organisme va pouvoir faire évoluer ses actions de formation. Donc, comment il va assurer une veille
Et cette veille-là devrait pouvoir lui permettre de faire évoluer ses formations pour qu'elles soient toujours pertinentes et adaptées. Et puis, pour terminer, tout cela s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Et pour que ça s'inscrive dans une démarche d'amélioration continue, on doit mettre en place un certain nombre d'éléments dont ce que vous connaissez tous, c'est l'appréciation des apprenants. Ce qu'on est sûr, c'est que tout le monde le fait, mais pas que, et nous le verrons un petit peu plus tard. Donc voilà, hein, on certifie, Calliope certifie un processus et pour pouvoir certifier ce processus, il va s'appuyer sur des catégories d'actions qui ont été définies par la loi du 5 septembre 2018, qui a redéfini à la fois les organismes de formation, pour les appeler prestataires concourant au développement des compétences, et qui a aussi redéfini l'action de formation et qui l'a donc divisé en catégories. Et nous allons avoir les actions de formation, la catégorie action de formation, la catégorie formation par l'apprentissage, la catégorie concernant les prestations de bilan de compétences et également celle de la VAE. Donc, c'est important quand vous allez demander Calliope, on va vous demander pour quelle catégorie d'action vous souhaitez être certifié, sachant qu'on certifie par catégorie d'action. Et vous allez devoir démontrer que vous respectez les exigences du référentiel national qualité pour les catégories d'action que vous aurez choisies et qui correspondent à votre activité. Tout cela au plus tard avant le 1er janvier 2022. Parce qu'étant donné la crise sanitaire, l'État a reporté d'une année cette obligation. Donc, 4 catégories d'actions et donc Calliope est nécessaire en fait et obligatoire à partir du moment où vous souhaitez demander donc des financements par soit des financements donc mutualisés, soit des financements publics, État-région. Et donc, si vous n'avez pas de besoin de financement public ou sur des fonds mutualisés, Calliope n'est absolument pas obligatoire. Par contre, si vous êtes un organisme et que la grande majorité de vos formations ne nécessitent pas ce type de financement, mais que vous avez une partie qui nécessite ce type de financement, quand vous allez demander les catégories d'action, vous allez, et qu'on va venir, on reparlera de l'audit, mais qu'on va venir chez vous pour auditer, vous ne pourrez pas dire, moi, j'ai juste ces actions-là où j'ai besoin de fonds publics et les autres, j'en ai pas besoin, vous ne venez pas les regarder. Comme c'est une certification de processus, donc, et qui est attribuée à votre organisme de formation via des catégories d'action, on ne peut pas faire cette différenciation-là. Donc, évidemment, l'auditeur pourra tout à fait aussi également auditer les actions qui ne sont pas soumises à des fonds publics ou mutualisés. Donc voilà, sur cette partie-là, je reviendrai sur le détail un petit peu plus tard. Alors, ce référentiel, donc qui était national et qui est unique, reprend donc 7 critères. Un bon nombre, vous les connaissez déjà parce qu'au minima, vous êtes référencé sur Datadoc. Donc, le législateur a repris donc les différents critères de Datadoc et il en a rajouté également quelques-uns. Là, je vous ai mis en rouge ceux qui ont été, les 2 derniers, le 6 et le 7, ont été rajoutés. Et je vous ai mis en rouge également le premier, parce qu'aujourd'hui, c'est des critères qui posent, c'est là où on a noté le plus de non-conformité.
et je reviendrai tout à l'heure sur les non-conformités. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand on va faire les audits dans les organismes de formation, le 2, 3, 4 et 5 vont, on constate des non-conformités, mais assez peu, mais on en constate davantage sur l'indicateur, sur les conditions d'information au public, pour les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats, où souvent il y a un déficit d'informations sur certains aspects, mais je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Et puis également sur le 6, qui est l'inscription et l'investissement des prestataires dans leur environnement professionnel, parce que celui-là n'était pas une exigence par rapport par rapport donc à la loi, je crois que c'était de juillet voilà, 2015. Et puis également le 7 qui porte sur le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes. En vrai, on était axé sur sur les apprenants, sur les stagiaires. Donc là, c'est sur l'ensemble des parties prenantes. Donc, bien entendu, l'organisme va devoir définir ces parties prenantes et puis aller les interroger pour qu'ils puissent recueillir ces appréciations et bien entendu les traiter. Alors, donc, après les indicateurs, parlons du cycle de la certification. Donc, quand vous allez avoir votre certification, va être valable 3 ans. Donc, comment ça va se passer? Donc, elle est déclinée. Vous avez un audit initial qui, donc cet audit initial va pouvoir vous permettre d'obtenir la certification. Et ensuite, à mi-parcours, vous allez avoir un audit de surveillance où l'auditeur viendra regarder si effectivement les exigences qui ont été sont toujours au rendez-vous. Si les exigences du référentiel sont toujours au rendez-vous. Et ensuite, l'audit de renouvellement qui vous permettra de repartir sur un cycle. Donc, comment ça se passe à l'ISQ? Donc, dans un premier temps, vous renseignez un formulaire qui nous permette d'établir votre périmètre. Et je vais vous expliquer comment on détermine ce périmètre. Et une fois qu'il sera déterminé, donc on vous fera une proposition d'un devis. Et puis, vous validerez ce devis. Et ensuite, ça nous permettra d'établir le contrat de certification. Et ce contrat de certification, à partir du moment où vous nous l'aurez retourné, on a une obligation de fixer communément l'audit. On a 30 jours, en fait, pour le fixer ensemble. Ça ne veut pas dire que l'audit doit avoir lieu dans les 30 jours. Hein. C'est vraiment, on fixe une date ensemble. La date, elle peut être 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, mais on se met d'accord sur une date. Et c'est à ce moment-là, après, qu'on aura que l'audit aura lieu. Voilà, ça c'est sur cette phase, sur comment se passe en fait la préparation, en tout cas, et la contractualisation, puisque on a une obligation de contractualiser. Voilà, mais je reviendrai donc voilà. Globalement, c'est comme ça que ça se déroule. Et puis, avant le 14e mois, vous aurez un rappel en disant voilà, votre audit de surveillance, c'est pour bientôt. Voilà comment ça va se passer. Et puis, on déterminera également ensemble la date de l'audit de surveillance. Voilà, par rapport à ce cycle de la certification. Madame Briouat, peut-être Oui, avant bien de sûr. continuer, il y a 2 questions. Oui. Alors, pour un CFA ouvert en juillet 2020, quelle est la date Oui. butoir pour passer la certification Calliope?
C'est la même date parce qu'effectivement, avant, il y avait une date pour les organismes de formation et une date pour les CFA. Là, les CFA n'ont pas de prolongation, donc tout le monde est au 1er janvier 2022. Très bien. Donc, Très la bien. dérogation d'une année qui avait les certificats n'est plus d'actualité. D'accord. Très bien, merci. Et puis donc il y en a une seconde. Alors, on peut choisir les catégories d'actions pour notre certification. Ça, c'est donc la question. Exemple, ne pas prendre VAE, même si la VAE fait partie du bilan pédagogique et financier annuel. Tout à fait, c'est vous qui choisissez les catégories d'action. Si vous n'avez pas besoin, si vous n'en faites pas, après, là où il faut faire, où j'aimerais attirer votre vigilance pour avoir en fait, pour voir globalement les choses. Si vous ne faites pas de VAE, mais que vous avez quand même, vous mettez en œuvre des actions de formation certifiantes. Le fait que la définition de la formation certifiante, selon le référentiel, c'est soit des formations inscrites au RNCP, soit au registre spécifique. Donc, si vous avez en tout cas des formations, par exemple, inscrites au RNCP, vous avez une obligation de pouvoir les présenter en VAE. Donc, si vous avez cette obligation-là et ne pas demander la VAE, à un moment donné, il pourrait y avoir quelques soucis. Si vous faites la demande, là, les problèmes, ce type de problématique que je vais vous exposer commence à arriver. C'est qu'un organisme dit, bon, voilà, moi, j'ai pas besoin de la VAE, j'ai besoin que de ça. Et 6 mois après, il se dit, ah ben si, moi, dans le cadre de mon développement, je vais mettre en place de la VAE, je vais mettre en place de l'apprentissage. Et comme ça n'a pas été prévu au moment de l'audit initial, nous, c'est un audit d'extension. Donc, ça veut dire que c'est un audit d'extension. On revient faire un audit complet sur cette catégorie d'action. Et donc, ça veut dire aussi, on verra plus tard, mais ça aussi engrange du temps, de la préparation et donc un coût. Mais bien évidemment, vous avez toute l'attitude, c'est vous qui choisissez les catégories d'action que vous souhaitez faire certifier. D'accord, très bien. Voilà. Donc ça veut dire Puisque dans votre qu'effectivement. certificat, vous aurez les catégories d'action Mhm. demandées et donc validées. D'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'organisme de formation doit bien réfléchir lors de son engagement sur les typologies d'actions pour éviter effectivement que quelques mois plus tard, ils s'aperçoivent qu'il a un besoin d'être certifié sur une typologie de formation. Et complètement, et là où ça impacte également, je reviendrai en fait sur les audits aménagés. Quand vous bénéficiez d'un audit aménagé pour l'audit initial, et vous avez été certifié sur cet audit aménagé, quand même c'est une durée réduite, et que vous faites une demande d'extension, et ben la possibilité qu'elle soit aménagée n'a plus lieu. Ah Donc, oui. c'est fait que vous repartez sur un audit complet avec Mhm. une durée de base que je vais expliciter complète. Donc, c'est comme si vous payez 2 fois, en fait, votre Mhm. C'est certification. ça, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment un point de vigilance pour bien cerner son besoin dès le début. D'accord, tout à fait. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie. Donc là, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, il n'y a aucun. D'accord, très Au bien. contraire, ça fait plus de réactivité, donc du coup, c'est très très bien. OK. Alors, justement, pour déterminer cette durée et ce périmètre, donc nous utilisons, donc on se base sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires formation professionnelle, donc celui qu'il y a dans le BPF. Ou si jamais c'est par exemple un CFA qui n'était pas organisme de formation, on va se baser sur le bilan, sur son bilan, sur son dernier bilan. On se base donc sur le nombre de catégories d'actions à certifier,
sur le nombre de sites, parce que si c'est un monosite ou si c'est un multisite, c'est différent. Et on se base aussi sur le fait que si vous avez un label ou une certification, une qualification qui, à l'époque, avait été reconnue par le CNEFOP. Donc, tout ça, ça nous permet de calculer la durée de l'audit. Par contre, si vous êtes co-Datadoc, le Datadoc, c'est juste un référencement. Ce n'est pas une certification ni un label qualité, donc ça ne vous donne pas droit à l'audit aménagé. Donc voilà, on prend en compte ces 4 éléments. On extrait ces éléments du formulaire que vous aurez renseigné. Et voilà comment nous calculons. Donc là, on prend un organisme qui est juste au Datadoc, qui n'a aucune certification, ni reconnaissance, ni label, quel qu'il soit. On va prendre l'audit initial. Et là, nous avons 3 tranches de chiffre d'affaires. Nous avons donc inférieur à 150 000, entre 150 et 750 et supérieur à 750 000. À ça, nous allons appliquer la durée de base. Donc, la durée de base, c'est 1 jour pour les plus petits, 1 jour également pour les médians et 1 jour et demi pour les plus de 750 000. Et à ça, nous allons rajouter les catégories d'actions. Si, par exemple, vous faites un chiffre d'affaires de 150 000 €, vous allez avoir une journée de base auquel on va rajouter, si vous demandez l'action de formation, c'est 0. Si vous demandez bilan VAE et bilan de compétences, c'est 0. Par contre, si vous demandez l'apprentissage, vous aurez un 0,5, une demi-journée de plus. De la même façon, si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 750, notre durée de base, la durée de base, c'est 1 jour et demi, et auquel on va rajouter, si vous demandez une catégorie d'action, donc une demi-journée, si vous demandez, donc on va rajouter autant que de catégories d'action demandées. Donc là, si je suis organisme de formation, je fais plus de 750 000 €, j'ai 1 jour et demi, je demande la catégorie d'action formation professionnelle parce que forcément, autrement, ce n'est pas possible. Donc, ça me fait déjà 2 jours. Et si je fais l'apprentissage, je vais rajouter une journée, donc j'aurai 3 jours d'audit. Et la partie 0,5 pour le site échantillonné, ça concerne les multisites. Je vais vous expliquer juste un petit peu plus tard. Donc, ce tableau-là, qui est dans l'arrêté, vous permet déjà vous-même d'avoir une idée du nombre de jours d'audit qui va être susceptible donc de vous être proposé au regard des catégories d'actions. Donc, vous imaginez, voilà. Puis ensuite, l'audit de surveillance, il n'y a plus que 2 tranches. Dans le devis qu'on fait à l'ISQ, on fait un devis pour l'ensemble pour que vous puissiez comparer et voir ce que va vous coûter cette certification. Mais bien entendu, les règlements se font au fur et à mesure pour l'audit initial et puis après, 1 an et demi après, concernant l'audit de surveillance. Mais en fait, on le fait pour que vous ayez une visibilité sur le coût global de la certification. Donc voilà, ça, c'est si vous êtes un organisme au Datadoc et que vous n'avez aucune certification reconnue qui figure dans la liste du CNEFOP. Par contre, si vous avez, donc je vais commencer par celui-là, je reviendrai. Donc, si vous avez justement une certification dont on a parlé tout à l'heure, les pouvoirs publics ont décidé que pour tous ceux qui avaient fait un effort, puisque le Datadoc était obligatoire, mais les autres certifications de qualité n'étaient pas obligatoires. Donc, c'était sur la base du volontariat, a souhaité en fait récompenser, entre guillemets, ceux qui s'étaient déjà lancés dans cette démarche-là et leur propose un audit, une durée à aménager. En fait, c'est une reconnaissance de la certification, du travail qu'ils ont réalisé pour la certification qu'ils ont déjà. Donc, Alors, oui, on a quand même une question qui bien sûr. touche autour des organismes multisites, entre autres. J'y viendrai juste après. D'accord. Voilà, tout à fait.
Donc, sur cette durée aménagée-là, ben, vous avez vu, quel que soit le chiffre d'affaires, la durée de base, c'est une demi-journée. Alors que si, je vous ai mis juste le tableau en dessous, alors qu'on était sur du minimum un jour quand vous avez une qualification, une certification qui est en cours. Donc, ça fait quand même une différence en termes de nombre de jours. Et qui dit nombre de jours aménagés dit également nombre d'indicateurs en moins à auditer. Donc, si vous êtes dans le cadre de aucune certification, ça peut aller jusqu'à 32 indicateurs si vous avez l'ensemble des catégories d'actions. Par contre, si vous êtes en audit aménagé, vous avez forcément les 9 qui sont communs, auxquels on rajoute les indicateurs spécifiques. Les indicateurs spécifiques sont ceux qui sont spécifiques à votre activité. Donc, par exemple, si vous faites de la formation certifiante, il y a des indicateurs qui sont rattachés à la formation certifiante. Si vous faites de la formation en alternance, mais plus contrat de pro, vous avez des indicateurs qui relèvent de l'alternance. Et là, je fais bien la différence parce que les contrats de pro relèvent de la catégorie d'action formation et l'apprentissage relève de la catégorie d'action apprentissage. Donc là, donc on fait bien cette différence, cette différence-là. Donc vous avez à chaque fois les communs plus les spécifiques qui sont calqués soit sur votre activité, soit sur une catégorie d'action spécifique. Alors là, donc j'en reviens. Alors, pour le multisite. Donc, un organisme multisite, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut qu'il y ait au minimum 2 sites, déjà, parce que s'il n'y en a qu'un, c'est un monosite. Et il faut qu'il puisse démontrer son éligibilité au multisite. Donc, pour cela, il doit avoir, même s'il a 50 sites, il doit avoir un seul système qualité. C'est-à-dire qu'il y a un pilotage de la qualité pour l'ensemble de ces sites. Et pour qu'on puisse dire, moi, je sais pas, j'ai 9 sites, un site, il y a forcément au moins une personne de l'organisme qui est là en permanence. C'est un permanent de l'organisme qui est sur ce site-là pour qu'on puisse le catégoriser comme site et le rentrer dans le périmètre. Et vous n'avez pas le choix, je dis par exemple, ceux qui sont qualifiés au PQF ont laissé nous le choix de faire rentrer un site ou pas. Là, concernant Calliope, vous ne pouvez pas écarter un site en disant ben non, celui-là, il n'est pas prêt ou je l'utilise très peu ou voilà, toutes sortes de raisons. Vous ne pouvez pas l'écarter du périmètre. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Donc, une fois que effectivement, et vous devez démontrer à travers ce que le législateur a appelé une fonction centrale, vous devez démontrer que vous avez la maîtrise de ce qui se passe sur l'ensemble des sites et que tous vos sites répondent bien aux exigences du référentiel, ce qui me permet de revenir sur la modalité de calcul, étant donné que vous êtes en multisite. Vous avez ici 0,5 par site échantillonné. Tout simplement, on prend le nombre de sites auxquels on applique la racine carrée et ce qui nous donne le nombre de sites échantillonnés. Par exemple, vous avez 9 sites, donc la racine carrée, c'est 3. Donc, je vais rajouter 0,5 fois 3. Donc, je vais avoir un jour et demi de plus à tout cela si j'ai 9 sites. Voilà comment se calcule en fait la durée concernant les multisites. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question du multisite.
Alors, Oui, justement, la question était donc pour les organismes multisites, est-ce que oui. l'audit sur un site hors siège sera axé sur les indicateurs ou sur les moyens de transmission des informations de communication interne? Sur les indicateurs, parce qu'en fait, la fonction centrale, elle, donc explique comment, elle travaille, comment, elle maîtrise, voilà, comment elle maîtrise, tout cela et ensuite l'auditeur va vérifier sur les sites que les actions mises en œuvre répondent bien aux exigences des indicateurs. Voilà, donc ça se passe bien sur chacun. Comment? Et bien sûr, si je ne sais pas si c'est un organisme qui a beaucoup de nombreux sites, mais que sur un site, il n'y a que de l'apprentissage. Et puis sur d'autres, il y a deux autres catégories d'actions. Quand on va déterminer l'échantillonnage, puisqu'on doit échantillonner et que ce soit représentatif de l'activité de l'organisme, et que si l'organisme a demandé l'apprentissage et qu'il n'y en a que sur un site, forcément ce site-là sera audité. Et il sera audité sur l'ensemble des indicateurs en mise en œuvre, en fait. Là, sur les sites, on regarde bien la mise en œuvre. Parce que la fonction centrale peut nous dire, ben voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Puis si sur le site, on ne retrouve pas, sur le site, on retrouve pas, du coup, on va investiguer pour savoir, et c'est comme ça qu'on va mesurer le degré de maîtrise aussi, puisque la fonction centrale doit avoir le pouvoir de rectifier, d'apporter des mesures correctives si l'un des organismes ne répond pas aux exigences. D'accord, très Et je bien. reviendrai tout à l'heure en Bien sûr. détail, quand je Mmh. détaillerai un petit peu plus voilà, un petit peu plus l'audit. D'accord, merci. Alors voilà, concernant le multisite. Ensuite, il s'agit en fait, l'audit, donc voilà, quelqu'un qui va venir et puis qui va analyser toutes les activités et vous allez devoir, par indicateur, apporter des éléments de preuve. Et c'est des éléments donc de preuve, donc c'est une traçabilité, c'est des éléments de preuve qui vont illustrer ce que vous allez expliciter. Donc, ça se prépare. Vraiment, c'est très, très, très important parce que même si vous faites la meilleure qualité du monde, même si vous avez ISO 9001, même si, n'empêche que vous allez être audité sur les indicateurs du référentiel et c'est très, très important de s'y préparer pour que l'audit se passe de manière, en fait, le mieux possible. Donc, je dis ça parce qu'on a eu quelques surprises, on a eu des demandes, et c'est au moment où ils ont reçu le plan d'audit qu'ils ont vu que non, ils n'étaient pas dans les clous, mais c'était quasiment trop tard. Donc là, ça nécessite vraiment de faire votre autodiagnostic au regard des indicateurs. Et tous les indicateurs, et puis tous les indicateurs, et peut-être par rapport pour répondre à tel indicateur, voilà les éléments de preuve avec lesquels je pourrais illustrer que je réponds bien aux exigences de cet indicateur. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, vous avez le guide de lecture du référentiel qui est à votre disposition et où vous pouvez passer au crible chaque indicateur du référentiel. Et vous avez donc, je vous ai pris quelques exemples. Non, c'est du côté. Donc, ce guide de lecture, la dernière version déjà, donc celle du mois d'octobre, donc de 2020, puisque la DGEFP l'actualise. Et c'est très important. Donc, je vous fais une simulation, par exemple. Ce n'est pas tout à fait dans l'ordre du guide, mais c'est juste pour l'explication. À chaque fois, vous avez le critère. Parce qu'en fait, dans le critère, il y a plusieurs indicateurs. Et vous avez, sur le critère 1, dont je vous ai évoqué tout à l'heure, qui avait des non-conformités potentielles. Donc, vous avez
l'indicateur qui, lui, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Et on doit voir apparaître pour chaque prestation les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités et délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées et les modalités d'évaluation et l'accessibilité au public handicapé. Tout ça, c'est l'indicateur et c'est la base. Ensuite, on va aller regarder le niveau attendu, puisque le niveau attendu, en fait, c'est le curseur d'analyse. Et là, dans notre niveau attendu, on a donné une information accessible, exhaustive, c'est-à-dire sur l'intégralité des items. Et en plus, elle est datée et actualisée. Donc, vous allez pouvoir démontrer que pour les actions que vous conduisez, tout cela est bien au rendez-vous. Vous avez ensuite les éléments de preuve. Alors, sachez que les éléments de preuve, ce sont des éléments de preuve possibles. C'est pas parce qu'il y a tous ces éléments de preuve que c'est une obligation. Donc ça, je dis parce que certains certificateurs, certains auditeurs vont être amenés à demander tous les éléments de preuve. Non, ça, c'est pas possible. C'est que là, ce sont des exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Si jamais vous en avez d'autres qui vous permettent d'illustrer l'indicateur, c'est tout à fait recevable. Donc attention au terrorisme de l'auditeur qui vous demande tous les éléments de preuve. Si vous demandez tous les éléments de preuve, vous dites non. Voilà, moi, pour illustrer, voilà mes éléments de preuve. Bah, c'est soit, bah, ils font partie de la liste, mais ils peuvent être autres également. Hein. Voilà. Donc, vous avez ces exemples, ce sont des exemples. Ensuite, vous avez bah, les obligations spécifiques, c'est toujours en relation avec des catégories d'actions. Là, bah, pour la VAE, on vous donne des précisions. Pour le bilan de compétences, bah, il n'y a pas de prérequis pour le bilan de compétences. Donc, forcément, c'est tous les items sauf celui-là. Donc, c'est très important de regarder, de lire les obligations spécifiques. Et également, ensuite, l'indicateur, bah, la nature de la non-conformité possible. Parce que vous verrez, vous voyez dans le guide, pour chaque indicateur, on nous dit, bah, soit des fois, il manque un élément, c'est une majeure. La mineure n'est pas possible. Par contre, pour certains indicateurs, la mineure est possible. Et en fait, c'est dans l'échantillon qui est audité, une non-conformité mineure est caractérisée par une information partielle, accessible ou par l'absence ponctuelle et non répétitive de certains items. Donc là, c'est l'auditeur qui, en fonction de ce qu'il va voir, de ce que vous allez vous montrer, si jamais vous n'avez pas tout, va pouvoir déterminer parce que, bah, je ne sais pas, je prends un programme et je vois qu'il manque un élément, mais que sur un autre, non, l'élément est présent. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre une majeure parce que ce n'est pas répétitif. Donc, voilà, un modèle donc, de lecture. Et donc, ce travail-là, vous avez à le faire si vous voulez faire une bonne préparation pour l'ensemble des indicateurs. Je vous donne un autre exemple. Le 5. La qualification et le développement des connaissances et des compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. C'est l'indicateur 22. Donc, on a le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Et le niveau attendu, c'est démontrer l'existence d'un plan de développement des compétences pour l'ensemble de son personnel. Là, si je lis cet indicateur 22, il concerne les salariés. Ceux qui ne sont pas salariés, ce n'est pas cet indicateur-là. On a les éléments de preuve, on a la non-conformité. Ben là, si c'est partiel, c'est une majeure, forcément. Et ce qui est très important aussi, c'est les obligations spécifiques. Là, si vous êtes nouvel entrant, vous ne serez pas audité sur cet indicateur-là, mais on auditera cet indicateur à l'audit de surveillance. Et là, j'en reviens à la définition de ce que c'est qu'un nouvel entrant.
Un nouvel entrant, c'est l'organisme de formation qui s'est créé récemment, donc un nouveau numéro de NDA, et qui n'a pas eu encore de bilan pédagogique et financier. À différencier avec la nouvelle activité. Si je suis un OF confirmé, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, donc c'est une nouvelle catégorie d'action pour moi, parce que je peux mettre en place des nouveautés, mais par contre, je ne suis pas considérée comme nouvel entrant. Et les nota bene sont aussi très importants, parce qu'ils cadrent en fait les choses. Et là, on a, pour les prestataires indépendants, démontrer leur démarche de formation continue. Donc, si moi, je suis un organisme de formation à moi toute seule, donc je suis un prestataire, je suis en indépendante, je n'ai pas de plan de développement des compétences. Par contre, je vais pouvoir démontrer que je suis vraiment dans une démarche de formation continue. Je vais leur démontrer à travers un certain nombre d'éléments de preuve. Donc voilà, c'est vraiment ce travail. Moi, j'insiste beaucoup parce que si vous faites vraiment ce travail-là, vous aurez 0 non-conformité. Parce que vous allez aller chercher, vous, vos preuves, et dire oui, mais ça, oui, on le fait, bien sûr, on le fait. Oui, mais on le fait comme ça, ou on le fait entre 2 portes, ou on le fait, mais ce n'est pas formalisé. Si ce n'est pas formalisé, si vous ne pouvez pas le démontrer, ça va être compliqué de démontrer quelque chose qui n'est pas tracé. Et c'est donc le fait de faire votre autodiagnostic, ça va vous permettre de mesurer le travail à faire en amont de l'audit pour pouvoir vous rapprocher de la conformité. Sachez que le message, en fait, que moi je donne aux auditeurs, puisque je les forme et je les supervise tous, c'est que l'auditeur, il est pas là pour aller chercher la non-conformité. Il est là pour chercher la conformité. Et s'il la trouve pas, il la trouve pas. C'est parce que vous n'avez pas pu le fournir. Mais son principe de base, c'est je vais à la recherche de la conformité. Et je vais mettre la non-conformité que si malheureusement, malgré mon investigation, l'organisme n'a pas été en mesure de m'apporter la preuve de ce qu'il dit. Donc voilà, ça c'est très, voilà, ça de la posture, c'est vraiment très important. Et pour en revenir, parce qu'aux auditeurs, comme je ne vous l'ai pas dit dans la présentation, je ne devais pas être longue là-dessus, l'ISQ, on est, donc comme c'est notre cœur de métier, la qualité des organismes de formation, on n'est pas des généralistes, on est juste des spécialistes de la formation professionnelle, et que pour le recrutement de nos auditeurs, on va au-delà que du décret, en fait, le décret dit qu'il faut avoir une formation d'auditeur et qu'il faut avoir une expérience dans le champ de la formation. Entre un auditeur qui a 6 mois d'expérience dans le champ de la formation et puis un autre qui a 2 ans ou 5 ans, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même manière d'appréhender la même manière d'appréhender les questions, de bien comprendre, de bien cerner ce que fait l'organisme pour que les questions soient les plus pertinentes possibles. Et ça, vraiment, on y est très, très attaché. Donc voilà, concernant la lecture, justement, voilà, donc c'est vraiment un travail important. Mais si vous avez des non-conformités, c'est pas grave, à moins que vous en ayez, à moins que la moitié du référentiel soit en non-conformité, dans ces cas-là, ça pose un souci. Mais si vous avez des non-conformités, c'est pas un problème. C'est pas un problème, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, agir pour pouvoir les transformer en conformité. Donc, on a 2 types, comme je vous disais, de non-conformité, les mineurs et les majeurs. On imagine, l'audit est terminé, on vous a énoncé vos non-conformités. Si vous avez que des mineurs, à condition qu'elles n'arrivent pas à 5, donc 4, vous devez présenter un plan d'action et pour sa mise en œuvre, vous avez 6 mois pour la mise en œuvre. Donc, avoir des non-conformités mineures, à partir du moment où vous présentez un plan d'action, c'est absolument pas bloquant pour obtenir la certification. Et par contre, vous avez 6 mois pour pour la mise en œuvre, et ce n'est qu'à l'audit de surveillance que l'auditeur viendra vérifier l'effectivité de la mise en œuvre.
Pourquoi? Parce qu'une non-conformité mineure ne remet pas en question la qualité des prestations délivrées. Vous n'allez pas léser un stagiaire sur cet aspect-là. Donc, il n'y a pas de déficit de qualité quand c'est une mineure. Par contre, quand c'est une majeure, justement, la majeure, elle, impacte directement la qualité des prestations. Et c'est pour ça que non seulement on vous demande de faire le plan d'action, mais de mettre en œuvre les mesures correctives. Donc, vous devez corriger et nous présenter à la fois le plan d'action, les éléments de preuve, et l'auditeur va les vérifier. Donc, pour le législateur dit, tout ça, ça doit se faire pour les majeurs en 3 mois. Donc, pour l'ISQ, pour garantir, pour sécuriser, nous vous demandons que ce soit fait sous 2 mois pour que l'auditeur puisse vérifier et que si jamais il y a un souci, il puisse se passer quelque chose. Et pour que vous puissiez passer en comité de certification, tout ça dans le délai des 3 mois. Parce que si on vous laisse 3 mois, on ne pourra pas statuer et on aura dépassé le délai. Donc, on a fait le choix de dire 2 mois, c'est vraiment pour sécuriser tout le monde et c'est dans l'intérêt des organismes de formation qui décident de partir donc avec l'ISQ. Et donc voilà ce que et c'est bien entendu, plus il y en a, plus il y a risque. Hein. Et s'il y a beaucoup de non-conformités majeures, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité où le comité décide que c'est vraiment trop limite et il peut, s'il le souhaite, commanditer un audit complémentaire. Il peut, s'il le souhaite, demander d'autres informations supplémentaires ou il peut décider également que l'audit de surveillance, oui, ça, je ne vous en ai pas parlé, se fera en présentiel puisque dans la règle, c'était donc avant la crise sanitaire, tous les audits initiaux se faisaient en présentiel et forcément, donc du coup, l'audit de surveillance était à distance, sauf risque important. Là, avec la crise sanitaire, donc il y a eu des arrêtés complémentaires qui nous disent que vous avez le choix de demander votre audit initial à distance. Mais si l'audit initial est à distance, forcément, l'audit de surveillance, lui, sera en présentiel. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'était pour... j'en reviens à ces non-conformités majeures et leur traitement. Donc, si vous en avez, ce n'est pas dramatique. C'est juste par contre, être suffisamment réactif pour être en mesure d'apporter les solutions, donc les mesures correctives dans un laps de temps limité. Et il n'y a qu'à ce moment-là, qu'une fois que vous aurez répondu, que votre dossier pourra passer au comité de certification. Tant que vous n'avez pas répondu, c'est bloquant, ça ne peut pas passer au comité de certification. Alors justement, il y a une question en rapport avec votre diapo. C'est peut-on être certifié Qualiopi sur l'action de type organisme de formation et recalé uniquement sur la partie VAE? Tout à fait. Voilà. Puisqu'on accorde la certification par catégorie d'action. Très bien. Donc, c'est tout à fait possible et envisageable. D'accord. Voilà, je voulais dédramatiser les non-conformités. Non, mais tout à fait, parce que c'est vrai que c'est souvent la question qui revient au niveau de la non-conformité majeure pour laquelle les organismes se posent la question de savoir s'ils seront certifiés ou pas dans la mesure où ils en ont une ou plusieurs. Donc, oui, voilà. C'est sûr que plus vous en avez, plus ce sera difficile d'apporter des mesures correctives mises en œuvre, en tout cas. Hein, donc, voilà, donc mise en œuvre. Si vous en avez quelques-unes. Après, il y a des non-conformités majeures qui nécessitent, c'est traité en 5 minutes. Hein. Et puis, il y en a d'autres où ça nécessite un travail plus important.
Donc là, vous avez, donc il faut un minimum quand même de réactivité. Et le compteur des 2 mois ou du mois ne se met pas en route le jour de l'audit, de la fin de l'audit. Il se met en route à partir du moment où vous recevez officiellement les résultats de l'audit. Ce qui laisse quand même, si vous notez bien, à l'issue, vous avez quand même un petit peu plus de temps en réalité, parce que le temps que l'auditeur fasse son rapport, qu'il soit vérifié par l'ISQ et que vous receviez les résultats, souvent, bon, ça passe un délai maximum de 15 jours. Mais d'où effectivement l'intérêt de commencer à travailler sur les non-conformités dès que l'auditeur est parti. Et puis c'est un délai maximum parce que si vous terminez, si vous faites tout en 15 jours, vous envoyez tout en 15 jours et le problème, voilà, et le problème sera traité. Très bien. Voilà, dédramatiser les non-conformités. C'est pas dramatique le fait d'en avoir. C'est sûr que si vous en avez 20, c'est plus compliqué. Oui. Voilà. Mais si vous en avez 3, 4, 5, voilà, c'est tout à fait. Vous pouvez tout à fait y remédier sans souci. Très bien, merci. Voilà. Alors donc, j'y viens. Donc, pour le choix de l'audit, c'est vous qui nous dites en fait. Moi, je voudrais que mon audit initial se fasse à distance, ou moi, je souhaiterais que mon audit initial se fasse en présentiel. Et vous en avez le choix, mais il y a quelques conditions. C'est que je reviendrai juste après sur l'audit. Là, on dit, allez, vous avez choisi le présentiel. Vous avez choisi le présentiel. Donc, vous avez l'auditeur vous envoie un plan d'audit. Un plan d'audit, c'est le programme de la journée ou des 2 jours ou de la demi-journée. Ça dépend voilà, de la durée. Et il va vous dire, ben voilà, voilà comment va se dérouler la journée. Et là, je vous ai mis une journée type d'un audit. Donc, vous avez toujours une réunion d'ouverture où l'auditeur se présente. Sachez qu'il signe des clauses de confidentialité. Donc, tout ce que vous allez lui dire, il a une obligation. Donc, il va se présenter. Les audités vont également donc se présenter. Il va valider le plan d'audit. Parce que peut-être sur l'information à la base aura peut-être été incomplète et si vous pensez que vous faites du certifiant, donc on va vous faire du certifiant, mais in fine, peut-être qu'entre-temps, c'est du certifiant, mais pas inscrit au RNCP ni au registre, c'est une autre registre spécifique, c'est une autre forme de certification et que c'est dans le plan d'audit. Et ben, du coup, il va l'enlever de son plan d'audit. Là, vraiment, on vérifie le périmètre et que tout le monde soit d'accord sur le périmètre de l'audit. Ensuite, là, normalement, on arrête en fait la réunion d'ouverture à la validation. Et ensuite, vous présentez votre organisme, votre activité, ce que vous faites, comment vous faites, quel est le profil de vos stagiaires, etc. Donc, vous faites une présentation de votre organisme pour qu'ils puissent bien comprendre, en tout cas, ou compléter l'information qu'il a déjà. Et ça va lui permettre de déterminer l'échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, c'est quoi? C'est un échantillonnage par catégorie d'action. Donc, je donne un exemple. Vous faites de la formation, vous préparez, je ne sais pas, au management X ou Y. Et dans votre catalogue, vous faites des formations certifiantes d'une certaine durée. Et puis, vous proposez aussi un module d'une journée. Donc, dans son échantillonnage, il peut choisir donc une de chaque, une action de formation longue, certifiante, et puis une autre formation plus courte, non certifiante. Parce qu'en fait, c'est comme Calliope, ça certifie sur un processus qui est illustré à travers des catégories d'actions. Il faut qu'on ait une représentativité dans l'échantillonnage de ce que vous faites. Donc, et là, il est déterminé par l'auditeur au moment de l'audit.
Donc voilà, ça c'est pour l'échantillonnage qui va lui permettre effectivement d'illustrer. Vous allez illustrer à travers des parcours, ça peut être des sessions, ça peut être des parcours d'apprenants, tout dépend en fait de votre activité et des catégories d'actions certifiées. Et puis, bien entendu, si vous faites de l'alternance et que vous êtes à la fois du contrat, pour à la fois de l'apprentissage, mais que vous, dans votre organisation, tout le monde est inscrit sur le même titre, hein, sur le même diplôme, que dans la formation, il y a des temps communs, tout ça, mais même si c'est la même formation, quand même, l'échantillonnage des parcours, donc, et des alternants contrat de pro et apprentissage seront vus séparément. Voilà, donc là, c'est une fois qu'il a bien entendu, bien compris ce que vous faites et comment vous le faites, à ce moment-là, il fait son échantillonnage. Et là, on prend le guide de lecture, indicateur par indicateur, et pour chaque indicateur, vous devez démontrer, à partir d'une preuve d'éléments factuels, que oui, vous êtes en conformité avec cette exigence, et si vous ne pouvez pas le démontrer, à ce moment-là, ça fera l'objet d'une non-conformité. Donc, c'est une discussion, c'est des questions, des réponses, hein, c'est une interaction entre l'audité et l'auditeur, et puis une démonstration par des preuves factuelles que ce que vous expliquez, ce que vous dites, c'est bien mis en œuvre, hein. Et voilà, donc tout le long de l'audit se passe de cette manière-là. Ensuite, l'auditeur, il prend un petit temps, hein, pour faire sa synthèse. Et ensuite, on termine la journée par une réunion de clôture où on va donc reprendre globalement les indicateurs et surtout ceux qui ont des non-conformités. Alors, le message, moi, que je fais passer aux auditeurs, il n'est pas question pour un auditeur de vous laisser passer les indicateurs et puis après, à la fin, que vous ayez la surprise des non-conformités. Si jamais vous avez ça d'un auditeur de l'ISQ, vous m'appelez. C'est très important que les non-conformités soient énoncées au fur et à mesure pour que vous les compreniez. Parce qu'en réunion de clôture, on ne se rappellera plus de ce qu'on a proposé à l'indicateur 12, par exemple. Ça va être compliqué, ça va être des débats. Donc non, c'est vraiment… Après, il peut avoir une interrogation sur la nature, si c'est une mineure ou si c'est une majeure, parce que peut-être qu'un petit peu plus tard, il sait que sur tel autre indicateur, il y aurait une réponse potentielle qui viendrait alimenter un indicateur donné. Donc, il peut faire une réserve sur la nature, mais n'empêche qu'il doit faire un constat de la non-conformité au moment où elle se présente et que pour que vous puissiez la comprendre. Parce que comment proposer un plan d'action et des mesures correctives à quelque chose qui est obscur, voilà, ou pas suffisamment clair. Donc, il y a une obligation de clarification à chaque fois qui fait un constat de non-conformité. Donc, voilà. Donc, ensuite, en réunion de clôture, on reprend… il présente la synthèse de ces constats. Alors, on a quelques questions justement Bien sûr. qui tournent autour de tout ça. Et alors, je souhaite connaître s'il y a une obligation d'être supervisé tous les ans par l'auditeur initial. Apparemment, donc la personne qui pose la question dit avoir vu sur sur un site d'organisme certificateur qui proposait la certification pour 12 mois et demandait une redevance de 280 € par an pour les 2 autres années, avant le renouvellement de la certification 3 ans plus tard. En fait, il faut dissocier ce qui Ouais, relève de l'audit et ce qui relève du financement. Vous n'avez donc ce que dit le législateur, il y a un audit initial et il y a l'audit de surveillance qui est à mi-parcours. Mais on ne peut pas dire 18 mois, parce que si tout le monde fait la demande à 18 mois, ça serait compliqué d'assurer les audits de surveillance. C'est pour ça, en fait, qu'il y a que c'est sur une période entre le 14e et le 22e mois. C'est pour ça qu'il y a la période. Donc ça, c'est une chose dont il ne va pas revenir 3 fois
sauf si vous avez fait des demandes d'extension. Entre-temps, c'est un autre objet. Mais un audit ordinaire, donc l'audit initial, ben, c'est une fois. Ensuite, si vous avez choisi l'option audit à distance pour l'initial, vous aurez un autre audit à mi-parcours. Et ensuite, ben, un audit de renouvellement avant la fin de l'échéance de votre certificat. Après, après, je pense que le reste, c'est un choix de financement. Parce que vous pouvez très bien, bah, là, pour l'ISQ, on demande au moment de l'audit initial un règlement, on demandera un règlement au moment de l'audit de surveillance. D'autres certificateurs ont peut-être fait le choix de lisser cette somme-là sur 3 ans. C'est peut-être ça. Je peux faire c'est peut-être cette hypothèse-là. Mais il ne va pas revenir tous les ans parce que c'est hors décret. Hein. Il n'a pas Oui, le oui, droit oui, de tout à fait. revenir tous les ans, surtout si vous ne faites pas de demande d'extension entre-temps. Il n'y a aucune raison qu'il revienne tous les ans. D'accord. Allez, voilà, je vous laisse continuer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une journée d'audit type. Si vous avez choisi un audit à distance, ça nécessite que vous soyez équipé. Donc, nous, pour éviter les surprises, on vous envoie un protocole à signer pour lequel vous certifiez que vous avez bien le matériel, que vous êtes en mesure de partager les documents, puisque et que vous avez voilà, que vous êtes vraiment prêt pour que l'audit, même à distance, puisse se réaliser de la même manière, avec la même qualité qu'un audit en présentiel. Donc là, on va regarder. Il faut que tous vos éléments de preuve soient accessibles facilement. Et je donne un exemple qui se passe. Bon, audit à distance, très bien. Et il y a des éléments qui sont sur le drive, il y a des éléments qui sont sur le serveur, il y a des éléments. Donc là, il faut vraiment flécher pour avoir tous les éléments de preuve apportés, pour pas qu'il y ait de perte, voilà, pour pas qu'il y ait de perte de temps. Parce que ce qui s'est passé une fois, c'est qu'effectivement, il y a des documents, c'était sur le serveur. Et il n'y avait pas la personne qui était en charge, n'avait pas tous les droits d'accès. Donc, il a fallu appeler l'informaticien. Il y a eu des pertes de temps. Donc là, il s'agit vraiment de se dire, je pars pour un audit à distance. Donc, je me prépare en tout cas. Et je sais que j'ai une aisance, en tout cas, sauf cas de force majeure, ça devrait se dérouler correctement. Donc, si vous n'avez rien de numérisé, ne demandez pas l'audit à distance. Par contre, si vous avez beaucoup d'éléments de preuve numérisés, parce que c'est pareil, c'est que sur place, l'auditeur, il les analyse au fur et à mesure. À distance, c'est exactement la même chose. Et puis, voilà, donc il y a vraiment, moi, ce que je demande aux auditeurs, c'est de vérifier avant le jour d'audit. On vous appelle. Et puis donc un rendez-vous de visio, et puis vous faites une simulation pour voir si effectivement vous allez être en mesure de pouvoir réaliser cet audit à distance ou pas. Voilà, donc on essaie vraiment de sécuriser, et puis parce que personne n'est à l'abri, et je leur dis, si jamais il y a un impondérable, hein, ça peut arriver. Il faut que l'audit puisse avoir lieu, en tout cas d'une manière ou d'une autre, et que les objectifs de l'audit à distance soient atteints. Ça veut dire que l'ensemble des indicateurs qui étaient prévus puissent être audités. Bon, on sait que souvent, sur l'audit à distance, c'est un petit peu plus long, parce que parfois, il faut faire un petit peu plus de pauses, parce que c'est de la concentration qui est nettement supérieure à celle de l'audit pour tout le monde, pour l'audité, pour l'auditeur, qui est supérieure à celle d'un audit en présentiel. Très bien. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vous qui décidez, et nous nous adaptons. Ok.
Je vois que le temps passe très vite, Oui, et nous avons encore 2 questions, qui va tourner, on va dire, autour de la question de multisite. Donc, je ne sais pas où bah, vous en êtes là? dites-moi, je peux tout à fait, répondre. Dans ça va aller, Voilà. voilà, allez-y. Alors, donc le calcul du site inclut ou pas le siège? Exemple, le Oui. siège plus 4 autres sites égale 1 plus racine de 4 égale 3 sites audités, ou racine de 5 égale 2 Al sites audités. alors par contre, je vais pas répondre à cette D'accord, question. Je vais juste, si vous voulez vraiment une simulation, si l'organisme qui a posé la question veut une simulation précise, le fait de remplir le formulaire n'engage à rien parce qu'après on va d'accord. vous poser des questions sur ce que fait le siège, combien il y a de personnes et cetera. C'est un cas que je vais pas pouvoir, D'accord, je OK. voudrais pas dire des bêtises. Oui, 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 tout à Voilà. fait. Mmh. J'ai pas pris Donc ma calculette, ni pris, le non, non, là, c'est nos services qui pourront vous faire vraiment une réponse exactement. très précise, hein. Donc de toute façon, pour obtenir un devis, je suppose que bon, il faut aller sur votre site pour, Oui, il y faire a la un commande, formulaire, en voilà. fait, vous renseignez le Mmh. formulaire et vous recevrez un voilà, vous recevrez un devis, et puis on vérifiera vraiment de manière précise votre périmètre avant de vous envoyer un devis. D'accord. Voilà. OK. Bon, bah, Donc là, c'est, voilà, bah, là, c'est les dossiers, hein, c'est les documents à fournir pour qu'on puisse établir ce périmètre, hein, donc d'accord, je vais pas du tout m'attarder là-dessus. Et très puis bien. là, maintenant, donc la question du coût, donc à Mmh. l'ISQ, voilà, pour que vous ayez une idée des coûts. Donc le coût d'une journée d'audit, donc c'est, 900 € si c'est une demi-journée, hein, c'est divisé par 2, auquel se rajoutent donc des frais administratifs, qui sont calculés, en fonction de votre tranche de chiffre d'affaires et auxquels se rajoutent des frais donc de déplacement. C'est un forfait en fait, hein. Mmh. Voilà, et donc avec ces éléments-là, vous pouvez tout à fait avoir une idée si vous souhaitez pas faire une demande, via le Mmh. formulaire. D'accord, En tout cas, très bien. vous avez une équipe donc, on est une vingtaine donc, de permanents et il y a nos chargés de mission qui répondent. En fait, on a l'avantage et l'inconvénient des petites structures. Bah, l'avantage, c'est qu'on est dans une relation de proximité. Donc, vous Mmh. pouvez appeler les services de l'ISQ, vous aurez toujours quelqu'un qui va pouvoir vous répondre. Et l'inconvénient, c'est que, bah, on est parfois, moins maintenant, mais on est parfois un peu long pour établir les devis. Voilà, puis aussi, on est aussi victime, du fait qu'on soit là depuis longtemps et qu'on ait déjà beaucoup de qualifiés qui passent sur, voilà, qui passent, sur Calliope. Mais là, pas plus tard que lundi, on a encore recruté 2 personnes pour aller plus vite encore pour faire les premiers retours. Très bien. Voilà, je ne sais pas où on en est par rapport au timing. Ah ben, écoutez, On oui, est enfin, juste, il est 12h15, donc voilà, je pense qu'on arrive vraiment, voilà. à la fin. Donc bon, Vous écoutez, il y a pas de voilà, moi problème, hein. donc moi Madame, Brioua, vous avez vraiment apporté des informations très précises, très pertinentes justement sur, certains points de cet audit et donc, de la démarche, hein, notamment, sur, les exigences de preuve qui sont effectivement très, très importantes. oui, Parce que bon, j'imagine aussi que les organismes de formation quand ils, donc découvrent, ce guide, de lecture, bon, parfois ils peuvent avoir très peur parce que vu la quantité, ça peut être oui, affolant. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, bon, il n'y a pas, non plus, forcément l'obligation de fournir toutes les preuves, bon, en fonction des typologies d'actions pour lesquelles on veut intervenir. Mais surtout, bon, être, bien conscient que, bon, il y a tout un travail, d'exploration, d'analyse, donc sur, sa propre organisation pour, être, au plus proche et en adéquation vis-à-vis de ce guide de lecture qui va permettre effectivement à l'auditeur de pouvoir, vérifier, donc le nombre d'indicateurs et de critères et c'est grâce à très, 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 très vraiment très, très important mmh de mh. faire parce que je sais, pour avoir dirigé un organisme de formation, il y a des organismes qui font vraiment des actions de qualité, hein,
Mais Mmh. sauf qu'en termes de formalisation, c'est dur. Oui. Donc, une partie est formalisée, d'autres pas du tout. Là, il faut vraiment formaliser, en tout cas, le plus possible pour pouvoir démontrer ce que vous faites déjà très bien. Mais si vous faites très bien et que vous n'êtes pas en mesure de le démontrer, ça serait dommage d'avoir une non-conformité voilà, à ce sujet. Voilà. Et puis, une dernière recommandation, vraiment ne tardez pas. Ne tardez pas, faites, allez demander des devis à qui vous souhaitez. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir votre date d'audit, même si c'est que dans quelques mois. Mais au moins, vous êtes sûr d'en avoir une, parce que déjà, on voit, nous, pour nous-mêmes, au mois de juin, on a arrêté de prendre des demandes pour le mois de juin. Bon, on en a sur mai, puis après, là, on repart sur juillet. Et ça va aller très, très vite. Et plus on va avancer dans l'année, et puis donc plus ça va être compliqué. Et puis, si vous attendez la dernière minute, vous n'aurez pas le délai, si vous avez beaucoup de majeurs, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vraiment rectifier. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, c'est besoin d'être rassuré, ou et que vous voulez avoir un visu sur une analyse, un visu de votre activité à intenter au regard du référentiel, bah, vous avez toujours la possibilité de demander un pré-audit Très bien. OK. qui est optionnel. C'est moi, là, moi, je connais beaucoup d'organismes où vous n'en avez vraiment pas besoin. Il y en a quand même qui le souhaitaient pour se rassurer. D'autres qui en auraient vraiment besoin et qui ne l'ont pas pris. Donc, c'est vraiment, faites votre autodiagnostic et à partir des résultats décidés. Très bien. Écoutez, merci beaucoup madame Rioua. Vraiment Merci à merci, vous. pour cette, présentation et réponse, aux questions qui n'ont pas toujours été évidentes parce que bon, entre, le temps de réflexion aussi aux participants donc merci à tous aussi d'avoir, participé à ce webinaire. J'espère que bon les questions vous ont permis d'y voir un peu plus clair. Et puis, donc je vous dis à très bientôt. Merci encore et donc vous recevrez effectivement le support, de IAS Qualification et également le replay et je vous invite aussi donc à participer au prochain webinaire, dans les temps à venir. Merci à tous, à très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.